Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Débat Tactique Marseille avec le micro de Ben tout pourri qui nous force à utiliser. On n'a pas le choix. On va parler aujourd'hui de tactique et pour ce faire, j'ai l'honneur d'être entouré de Mathias Ribeiro. Bonjour Mathias. Salut Mourad. Alors, tu es youtubeur tactique. Et si je t'ai invité, et d'ailleurs merci d'être venu, parce que tu as fait un bon petit déplacement, etc. On est très content de t'avoir. C'est parce que tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Gerson, sur ce qu'il apporte à l'Olympique de Marseille, un joueur qui a été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, le thème principal, c'est le faux neuf. Donc c'est pour ça que tu étais très pertinent pour cette émission. Donc bienvenue. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est gentil. Bienvenue dans la FCM Family, comme dit Ben. Il essaye d'instaurer des termes, tu vois, des trucs qui vont rester, mais on n'est pas sûr que ça va rester. C'est comme mes cheveux. On va parler donc de tactique. Et on va commencer, avant de rentrer dans le sujet du faux neuf, on va commencer par parler de ce qu'on a vu un petit peu à Strasbourg. Parce que c'est un peu dernière minute, mais étant donné qu'on enregistre cette émission donc le jeudi 16, donc 4-5 jours après le match contre Strasbourg. Et je me souviens qu'on avait une discussion en plus d'ailleurs sur Twitter, parce que c'est comme ça moi que j'ai commencé à te connaître, c'était sur Twitter. Après le match de Monaco, il me semble qu'on avait parlé de ça, que j'avais dit que moi j'avais vu des bribes de cette organisation où on lance Bamba Dieng dans la profondeur contre le Servette de Genève en première période. Et d'ailleurs, ça s'était pas très bien passé. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à un plan B, ce qu'on a vu à Strasbourg, et que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu à Monaco. Donc on va voir un petit peu une capture d'écran de grande qualité. De l'organisation tactique de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est pas tout à fait l'organisation tactique parce que, comme je l'ai dit, c'est la dernière minute. Donc ça, c'est le moment où Payet lance Bamba Dieng, que l'on voit tout en haut de la capture d'écran, là, près de la ligne de touche. Et donc, il va rentrer dans l'axe et il va frapper. C'est l'occasion qu'il a en première période. Et on va voir une capture à Monaco, donc la numéro 2, où on avait vu aussi ce genre d'appel de Bamba Dieng, donc qui part de la ligne de touche pour rentrer dans l'axe. Et là aussi, ça allait faire occasion ou but pour Bamba Dieng. Et on voit qu'il y a certaines similarités, même si Monaco défendait bien moins bien que Strasbourg, parce que si on revient sur celle de Strasbourg, on voit qu'ils sont un peu moins seuls, nos amis les Marseillais. Donc voilà, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec moi sur ces similarités qu'on a pu retrouver entre ces deux schémas tactiques à Monaco et Strasbourg? Ouais, bah carrément. Déjà, c'est un truc qu'on voit pas mal cette saison, et d'autant plus ces derniers mois, parce que l'OM a un peu moins de maîtrise et on arrive à jouer un peu moins haut, surtout qu'en début de saison. Et forcément, quand on joue moins haut, et bah, du coup, tu vois, tu as plus d'espace derrière les centraux. Et aujourd'hui, on sait que Bamba Dieng, il excelle quand il attaque l'espace, justement, et c'est peut-être d'ailleurs le seul joueur à l'OM capable de faire ça, et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. C'est que bah, du coup, lui est capable, en fait, tout cet espace-là, parce qu'il joue plus côté gauche, notamment à Monaco et contre Strasbourg, et bah, il est capable de l'attaquer. Et c'est ce qu'on a vu notamment, et du coup, c'est sûr que c'est un petit peu la solution de cache-misère, un petit peu pas cache-misère, mais de dernier recours. Parce que contre Monaco, ce qui est différent, c'est que Bamba Dieng avait fait ça, mais l'OM savait faire autre chose. Là, contre Strasbourg, on a été dangereux presque que comme ça, parce que les deux buts, ça se voit, tu as un but sur corner, et le but de Bamba Dieng, c'est pas quelque chose de reproduisible, quoi. C'est un exploit individuel un petit peu. Ouais, mais même si sur la construction, finalement, tu sais, tu pars aussi dans la profondeur, tu lances Luis Enrique, et puis finalement, bah, tu as Bamba Dieng qui est dans la surface de réparation. Donc tu as vraiment, en fait, tu as un peu cette idée de deux pointes finalement. Voilà, parce que tu vois, par exemple, là sur le tableau, en fait, tu vois, on voit ce qui devrait être Payet. En fait, il est beaucoup plus bas, ou ce qui avait été Harit à Monaco, il est beaucoup plus bas dans cette organisation. Et finalement, on a Bamba et Harit, ou Bamba et Luis Enrique, je ne sais plus qui était à droite contre Monaco. Ouais, c'est Luis Enrique, ouais. C'était Luis Enrique, voilà. Voilà, Bamba et Luis Enrique, donc qui peuvent être ces solutions de profondeur, et qui en plus sont deux des rares joueurs dans l'effectif de l'Olympique de Marseille cette saison, avec Cengiz. Les deux seuls peut-être, ou avec Under, mais Under c'est peut-être un peu plus dans les pieds que les deux autres quand même. Ouais. Mais oui, dans l'espace, c'est au moins deux des trois, et c'est peut-être les deux premiers des trois, quoi. Voilà, et c'est peut-être aussi à souligner donc ce qu'apporte vraiment Bamba Dieng, c'est cette qualité d'appel, parce qu'il est très bon sur les appels, et ses appels en diagonale, moi je trouve qu'ils sont vraiment excellents, mais bien sûr il lui reste à travailler sa finition, parce qu'il a beaucoup de déperditions dans ce secteur-là. Et Luis Enrique, pareil, parce qu'on en parlait un peu avant, toi tu aimes beaucoup ce joueur, et c'est vrai que
Moi, je sais pas comment me positionner, mais je vois qu'il a des qualités comme cette profondeur qu'il peut apporter à l'effectif, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres Olympiens qui peuvent l'apporter, sûr, ouais. mais il est trop timoré, quoi, et c'est embêtant parce que dans ce plan B olympien, il pourrait être très utile. Bah, surtout qu'en plus, après, il est timoré parce que, comme on l'a dit, il est jeune, c'est un Sud-Américain qui a même sa première expérience professionnelle parce que Botafogo, tu peux pas parler de ça comme une vraie expérience. Mais oui, il a clairement un coup à jouer parce que déjà, même si Under aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs de l'OM d'assez loin avec Payet, etc., Guendouzi, mais c'est quand même un profil assez différent. Je trouve là, Under, c'est quand même un joueur qui exploite l'espace, mais plus dans le sens où en fait tu lui ferais de l'espace côté droit et lui, balle au pied, serait capable de percuter, d'exploiter. Ouais, voilà. Il est plus dans le débordement. Exactement. C'est vraiment un ailier à l'ancienne presque. Exactement. Under. Là où Luis Enrique, tu pourrais trouver des solutions avec, en fait, au lieu de, du coup, Under, lui, exploiterait cette zone-là où il est tout seul, bah, Luis Enrique, il faut lui envoyer le ballon dans ces zones-là, en fait, pour qu'il attaque. Pas forcément pareil que Bamba Dieng de l'autre côté, mais en tout cas, c'est un schéma qui pourrait se reproduire. Parce qu'en plus, bah, tu compares les deux, même si physiquement, on n'a pas forcément de zoom ou quoi sur eux, mais c'est des joueurs assez forts, qui ont des gros appuis, etc. Et ça, bah, je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose que tu pourrais exploiter. Après, la seule différence, je pense, c'est qu'on a vu notamment contre Strasbourg, donc Strasbourg jouait à 3 au milieu, Payet, on le sait, même il a beaucoup joué à gauche, et ça a été une question pendant longtemps, notamment sous Villas-Boas. Là, surtout contre Strasbourg, ça avait mis beaucoup Payet à gauche pour justement, parce qu'on connaît sa qualité pour servir Bamba Dieng, parce que du coup, toutes les occasions presque de Dieng qu'on voit, ou celles où il tire à côté et celles où il la pousse trop loin, c'est parce que Payet décroche dans ces zones-là. La question qui pourrait se poser avec Luis Enrique, c'est que du coup, côté droit, qui pour le servir? Peut-être Guendouzi, qui a cette possibilité-là, qui est peut-être un peu moins agile que Payet à ce niveau-là, mais qui a des qualités. Mais c'est vrai que oui, pour revenir à Luis Enrique, il a clairement des qualités à jouer. Après, le problème, c'est toujours le côté, c'est ce que beaucoup de monde lui reproche, et notamment contre Metz, l'occasion où, tu sais, après Payet lui fait la déviation. Oui. Il a beaucoup de... C'est un joueur qui est un petit peu timoré, timide, et y compris sur le terrain surtout. Oui, et c'est vrai que contre Angers aussi, je ne sais pas si tu te souviens, il a un contre un face à face et il ne prend pas réellement de décision, il décide de dribbler un peu à la dernière minute. Exactement. Tu sens qu'il n'a pas de... qu'il n'a pas d'assurance dans ses gestes. Surtout qu'en plus, quand tu fais la comparaison avec Bamba, qui est lui un joueur d'instinct énorme, et tu le vois sur le ciseau qu'il met, il est vraiment l'expression parfaite. C'est un joueur d'instinct qui même, tu as même peut-être l'impression que des fois, quand il faut réfléchir, et c'est pas un joueur idiot, attention, pas du tout, mais quand il faut réfléchir ou prendre des décisions rapides, c'est peut-être là qu'il a un peu de mal, et tu le vois quand il se reverse devant le but, notamment à Monaco ou ce week-end contre Strasbourg. Et ben c'est vrai que Luis Enrique, lui, il manque peut-être un peu d'instinct, et dans des périodes où il faut peut-être avoir un peu plus de sang-froid, notamment la saison dernière, quand il centre en toute fin de match pour Cuisance et tout, tu vois, il a peut-être un peu plus de sang-froid que Bamba. C'est des joueurs qui ont des choses à jouer sur le terrain dans les mêmes situations, mais qui ne les abordent pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant. Un autre point aussi sur ce côté un petit peu, donc c'est les deux ailiers qui rentrent dans l'axe, c'est les deux milieux de terrain, parce qu'on on peut remontrer un peu, je pense que sur les captures d'écran on les voit, on voit ici donc c'est Gay et Rongier, voilà, qui rentrent et qui eux viennent, en fait si tu as des appels qui partent dans le dos des trois centraux, parce qu'il faut aussi noter que donc ça jouait à 3 à Monaco, ça jouait à 3 à Strasbourg dans l'axe, et donc tu as des appels dans le dos et tu as ces mecs qui sont devant eux aussi, donc ça devient embêtant, embêtant quand ça s'anime, et quand ça s'anime bien, parce que c'est toujours une question d'animation, le football. Et puis surtout qu'en plus l'OM cette saison n'est jamais autant efficace que lorsque tu vois 90% des buts de l'OM, c'est pas forcément des possessions hautes ou quoi, c'est des projections rapides avec beaucoup de projections des milieux, et on va y revenir après, mais aussi c'est pour ça que Gerson est précieux notamment. Et c'est vrai que oui, ils sont super précieux à ce niveau-là, et pourtant tu pourrais dire quand même que c'est pas du tout leur profil, et je pense notamment à Gay. Rongier dans les projections, c'est quelqu'un qui a du coffre, etc. Mais Gay, il a quand même si je l'ai trouvé peut-être balle au pied un peu difficilement techniquement certaines fois, mais dans les projections, il est intéressant. Et puis en plus de ça, là, on est sur cette capture d'écran, on est plus bas, mais c'est intéressant parce que tu peux aussi des fois libérer de l'espace dans ton dos quand tu fais ce genre d'appel, parce que du coup, tu emmènes les défenseurs avec toi. Et quand on le voit, du coup, là, Payet est décroché, et ben, si derrière, lui, il arrive à exploiter cet espace, contre Nantes notamment, il avait pas mal fait, ben, c'est tout de suite plus intéressant parce que du coup, tu libères de l'espace à ton meilleur joueur, quoi. Ouais, et c'est vrai que ton mini-focus sur Gay, c'est intéressant parce que j'ai un peu du mal à saisir ce que Sampaoli veut faire avec Gay, mais on voit bien que dans la tête de Sampaoli, ça fait plusieurs fois qu'il tente de lui donner un rôle plus offensif, et qu'en numéro 6, d'ailleurs,
très bon journaliste lui a demandé s'il n'avait pas eu du mal justement en tant que numéro 6 contre Moscou à ressortir le ballon. Et il dit oui, je suis d'accord avec vous. Quand je lui ai demandé ça en conférence de presse, il a dit oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai ça a été plus difficile pour lui de ressortir les ballons. Et on sent que Sampaoli a une autre idée de comment utiliser Gueye que simplement comme un numéro 6. Et attention aussi, parce qu'on a tendance à beaucoup lui taper dessus, Pape Gueye. Mais l'an dernier, on avait vu qu'il avait des belles qualités, notamment un jeu long qui était quand même vraiment très très bon. Je me souviens de son début de match à Rennes, où il va finir par se faire expulser. C'est sans doute le tournant de la saison, où il fait un excellent début de match, il marque sur une bonne frappe, il te fait des transversales absolument parfaites, cliniques. Donc il a quelque chose. Et apparemment, en plus, son côté physique et ses projections intéressent Sampaoli pour faire d'autres choses. Mais on va passer au sujet de cette vidéo, parce que donc on a fait 10 minutes sur un truc qui devait être juste un petit four, une introduction. Donc le sujet de cette vidéo, c'est le faux neuf, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que l'OM a beaucoup joué avec un faux neuf, et qu'on a aussi beaucoup parlé des qualités de Milik, qu'on lui a aussi beaucoup tapé dessus, à ce brave Polonais. Donc on va revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un faux neuf. D'abord, pour toi, d'abord, qu'est-ce que c'est un faux neuf? Comment tu te décrirais? Comment, généralement, quand on entend faux neuf, à quoi on pense? Déjà, je pense que la différence entre un faux neuf et un vrai neuf, comme on peut vraiment appeler ça, c'est déjà, premièrement, l'occupation de la surface. Au final, un faux neuf, ça ne va pas être forcément un joueur qui va vraiment être beaucoup dans la surface. Son but, c'est d'amener son équipe dans la surface. Là où le vrai neuf, lui, du coup, va exploiter un peu les différences faites ailleurs et sera dans la surface pour terminer. Et ce qui est important aussi avec le faux neuf, c'est que selon moi, il ne peut pas exister si autour de lui, tu n'as pas de mouvement. C'est-à-dire que si tu n'as pas les ailiers ou les milieux, peu importe, mais les gens en fait parce que du coup c'est un joueur qui décroche beaucoup, un joueur qui est souvent dos au but, si tu n'as pas en fait quand lui décroche là, si tu n'as pas ces joueurs-là qui font ces courses-là, ou les milieux, peu importe, il ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, tu vas mettre un joueur proche du ballon qui va peut-être venir faire son décrochage pour jouer en retrait, mais derrière, tu n'as aucune course, ça ne sert pas à grand-chose. Nicolas Anelka, 2010. Et du coup, c'est sûr que voilà, il faut que ce soit un joueur qui ait beaucoup de mouvement autour de lui. Mais en gros, un faux neuf, comparé à un vrai neuf, c'est un joueur qui peut-être touche un peu plus le ballon parce que, comme on l'a dit, décroche beaucoup, mais qui, son but, c'est d'amener son équipe dans la surface et pas forcément lui d'être à la finition. Là où un vrai neuf, caricaturalement, c'est un joueur qui est le dernier maillon de la chaîne, quoi. Voilà, mais c'est vrai aussi que Gerson, qui a occupé ce rôle-là, lui a aussi eu cette qualité dans la surface de réparation. Il était aussi trouvable dans la surface de réparation, une chose que tu as d'ailleurs très bien montré dans ta vidéo, que j'encourage tout le monde à aller voir. Et on va voir un petit peu donc les organisations maintenant que l'Olympique de Marseille a mis avec Gerson et avec Milik. Donc on va commencer avec la première, c'est une capture d'écran donc en début de match du match contre Brest, il me semble, où Gerson était donc titularisé. Et là, on voit cette fameuse zone dont tu parlais, on voit que Gerson est dans le rond central, alors que la ligne de Brest est à 40 mètres. Gerson est beaucoup plus bas en fait que ses ailiers, que Guendouzi, que Payet et que les autres. Et il est là justement dans ce rôle-là de faux neuf, alors que on va tout de suite passer à l'organisation avec Milik. Donc c'était contre le Lokomotiv. C'est aussi en tout début de match, comme vous pouvez le voir, 30 secondes de jeu. Et là, on voit que Milik, lui, est plus haut. Et on voit aussi, si on note un petit peu ces fameuses lignes, parce qu'avec Sampaoli, ce qui est très clair aussi, c'est l'organisation. Il y a souvent dans le match, tu vois ça de manière très très claire. Et on voit bien que là, on est sur un 4-1-5. Et si on revient contre Brest, si tu peux, voilà, Ryan. Donc voilà, on voit que ça peut être un 4-1-1-4, mais comme on sait que Gerson va se retrouver dans la surface de réparation, on peut même prendre un 4-1-5. Donc l'organisation, finalement, elle est assez similaire, non? C'est ça, oui. De toute façon, surtout là, depuis, je dirais quoi, un mois, quelque chose comme ça, Sampaoli, il est clairement passé à une défense à 4. Du moins avec le ballon. Tout le monde se rappelle du début de saison où là, tu avais vraiment du coup Luan Pérez central droit, Saliba central gauche, Saliba central droit. Ça, c'est quelque chose qui est un peu fini. D'ailleurs, Luan Pérez l'a dit en conférence de presse, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est avec le ballon un latéral gauche, vraiment. Alors, il a moins de responsabilités offensives que certains latérales gauches qui sont de formation à ce poste-là. Mais c'est quand même une équipe qui ressort de plus en plus à 3. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, c'est que là, on l'a illustré par le pion noir, il tient quand même à avoir une supériorité numérique à la relance et d'avoir un peu ces trois-là. Parce que depuis un mois, on voit quand même beaucoup Pau Lopez sortir entre les deux centraux. Et même contre le Lokomotiv,
locomotive, on a vu Mandanda dans cette position-là, ce qui est assez c'est pas forcément adéquat, inhabituel. voilà. En plus, c'est pas forcément ce qui mettra le plus en lumière ses qualités, parce qu'on sait que le niveau du jeu au pied, c'est pas toujours top. Mais c'est quand même, voilà, c'est quelque chose qu'il a voulu garder dans la structure, mais aujourd'hui ça s'organise un petit peu différemment. Mais oui, le côté 4 centraux, enfin 4 défenseurs et Camara devant, ça, qu'il y ait Milik ou Gerson, ça ne change pas grand-chose, enfin ça change pas. Ce qui change en fait avec Milik ou Gerson, on l'a vu, c'est la disposition plus ou moins des joueurs devant, et surtout, là, c'est pas trop dans ces zones-là, en fait, c'est dans le dernier tiers que tu vas voir vraiment la différence. Ouais, parce que là, par contre, ton cinquième, voilà, le cinquième, ouais, c'est celui que tu avais là, plus, je pense, ouais, il est plus axial en fait. Ouais. Comme ça. Là, en gros, ça, ce serait plus Konrad par exemple, potentiellement Payet, Gerson, Guendouzi et Under. Voilà, et ce qui est marrant aussi, c'est des choses dont on ne parle pas souvent, mais qui sont très bien illustrées cette saison à l'Olympique de Marseille, de manière par moments même un peu scolaire et ennuyeuse, c'est l'occupation des 5 couloirs de jeu. Donc tu peux nous en parler un petit peu. Ouais. Celui-là et celui-là, ça c'est un peu l'école moderne, il y a notamment beaucoup Guardiola qui l'a fait un peu, mais c'est surtout Nagelsmann qui compte beaucoup là-dessus, parce qu'en fait ça permet notamment à ton équipe d'avoir déjà une occupation de l'espace la plus homogène possible. Ça permet aussi, il y a des équipes qui jouent aussi comme ça, qui sont basées là-dessus, sur le fait de mettre beaucoup de monde dans un endroit pour en libérer un autre. Donc forcément, si tu mets le ballon là et que tu mets beaucoup de monde, bah, l'adversaire va venir de ce côté-là et tu seras libre de ce côté-là. Ce que l'OM faisait d'ailleurs un peu au début de saison avec les ailiers, avec Under notamment pour le libérer. Et là, c'est vrai qu'on est revenu à quelque chose de plus linéaire et ça permet en fait tout simplement d'avoir des adversaires plus répartis sur toute la largeur du terrain, donc d'avoir un petit peu plus d'espace. Et ça crée surtout beaucoup de tandems, c'est ce qu'on voit beaucoup cette saison. Tu as quand même beaucoup Under qui est lié à Guendouzi, même si Guendouzi, lui, est plus en réalité dans ces zones-là. Tu as aussi beaucoup donc, le côté Payet-Gerson, c'est un duo qu'on connaît bien, et aussi le côté Konrad-Gerson. Quand Konrad est de ce côté-là, c'est très très récurrent que Gerson fasse ce genre d'appel à l'intérieur pour lui offrir soit une solution de passe, soit pour attirer ce défenseur-là avec lui. Et donc voilà, ça permet en gros d'exploiter toutes les positions sur le terrain de la meilleure manière possible. Et en plus de ça, ça crée des relations entre tes joueurs. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt positif. Après, c'est un parti pris, parce que comme on l'a dit, il y a des équipes qui préfèrent mettre du monde dans un endroit pour en libérer un autre. Donc après, c'est une façon de faire. Mais en gros, voilà, oui, c'est vraiment la recherche d'espace, parce que c'est des choses très basiques, mais qui, à mon avis, valent le coup d'être répétées, parce que, donc on en parlait avant aussi, on a aussi été très marqué par la saison de Bielsa à l'Olympique de Marseille, et je me souviens que dans ses conférences de presse, des fois, il disait des choses très bêtes, et je me disais, mais ah oui, bah oui, en fait, tu as besoin de l'entendre, que toutes les équipes préfèrent défendre dans des espaces réduits et attaquer dans des espaces amples. En fait, c'est des choses c'est ultra basiques. Mais en fait, quand il te l'explique et qu'il t'explique donc pourquoi je fais ça comme ça, je fais ça comme ça parce que je veux faire ça. Et là, ce dont tu parles, en fait, c'est aussi de se fabriquer des espaces parce que tu n'en as pas. Parce que quand tu es l'Olympique de Marseille, tu sais que la majorité des équipes va défendre de manière regroupée. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu crées des espaces. Et donc, cette occupation de la largeur, c'est pour tenter de créer des espaces. Après, ça fonctionne pas. C'est une autre histoire. Et puis, ça n'enlève rien aussi au fait que par moments, c'est un peu ennuyeux. Mais même ce qui est même intéressant en plus, c'est qu'on a eu un exemple concret contre Strasbourg ce week-end, parce qu'en fait, comme tu le dis, tu joues contre des équipes regroupées, et toi, ton but en gros, c'est de créer des espaces dans ces blocs regroupés. Et comme on l'a dit, ce week-end contre Strasbourg, tu as Bamba qui a beaucoup fait ce genre d'appel-là. Et en fait, ce qui est intéressant avec le fait d'avoir deux ailiers très larges, et donc les 5 zones bien occupées, c'est que donc tu as ces 5 zones-là. Et en fait, le truc, c'est que quand tu cales ces 3 joueurs sur les 3 centraux, forcément, si tu as des courses et que tu occupes bien la largeur, tu vas les forcer à s'écarter. Et tu vois, si les 3 centraux sont vraiment comme ça, c'est dur de trouver des passes entre eux, tu peux peut-être trouver sur le côté, mais tu vas pouvoir quand même couvrir, etc. Et ce qu'on a beaucoup vu ce week-end, c'est qu'en fait, le Bamba, il a beaucoup été exploité soit dans ce couloir-là par Payet, soit aussi dans ce couloir-là un peu par Payet et par Rongier, notamment la première occasion qu'il a Bamba où il la pousse trop loin, c'est ça. Et c'est permis aussi par le fait d'occuper bien les 5 couloirs, parce que du coup, en fait, ça te permet de créer ces espaces-là. Et forcément, du coup, comme on l'a dit, quand tu as des appels obliques comme ça qui sont capables d'exploiter ces espaces-là, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, au final, on voit aussi, parce que là, quand on a refait cette mise en place-là, on se dit que ce qu'on a vu contre Strasbourg et Monaco, c'est différent dans l'animation, mais au final, tu reviens à quelque chose où tu as ces 5 couloirs, tu avais Rongier, Gueye et Guendouzi aussi qui venaient sur les centraux, tu avais Payet aussi qui était là, mais sauf que tu as ces appels qui partent dans l'axe, et c'est quelque chose, en fait, il y a vraiment des similarités, mais des animations différentes. C'est ça.
Et justement, et donc avec Milik, donc par exemple, Milik dans cette histoire aurait, donc comme on le voit, on part souvent sur un 4-1-5, et ce 4-1-5, bon bah Milik, il va occuper la pointe de cette équipe, et il va pas trop décrocher comme peut le faire Gerson, c'est la grande différence. Donc si on peut revoir l'organisation contre le Lokomotiv, Ryan, où on voit, voilà. Donc là, il n'est pas non plus collé à son central, Milik, mais on voit qu'il est voilà, dans la zone, il a une position d'avant-centre. C'est ça, et puis en plus, ce qui est différent avec Milik, c'est déjà sur le papier, là, comme tu l'as dit, c'est très clair, on voit que c'est un peu différent, mais c'est surtout, comme on l'a dit aussi au début avec la réflexion sur le faux neuf, c'est au niveau des courses, et l'OM, ça s'anime. En fait, l'OM, si tu veux comprendre un petit peu leur match cette saison pour caricaturer, c'est tu regardes la relance, si ça se passe bien, ça va être un bon match, si devant tu as des courses, ça va être un bon match. Bon, après, ça c'est comme beaucoup d'équipes, mais Milik, c'est un attaquant qui est assez peu mobile, du moins par rapport à Gerson Payet. Et c'est sûr qu'en fait, le problème de Milik aujourd'hui, c'est pas tant là où il est sur le terrain, c'est que du coup, là, tu n'auras pas ce genre d'appel où tu as un joueur qui décroche, un joueur qui plonge, ou alors lui, peut-être même, qui va faire un appel en profondeur. Milik, c'est plus un joueur, en fait, c'est un joueur pour moi qui est plus passif jusqu'à la surface, et dans la surface, il sera agressif parce qu'il sait se déplacer, il a une super qualité pour finir, même si cette saison, il est un peu plus en difficulté. C'est un joueur qui a beaucoup d'instinct et qui est très à l'aise là-dedans. Mais ce n'est pas un joueur en fait, qui va faciliter ton équipe dans l'animation, et ce n'est pas un joueur qui va amener ton ballon dans la surface. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu disais que le faux neuf était donc ce joueur qui aide l'équipe à arriver dans la surface, alors que là, la description que tu as fait du poste de Milik, c'est un joueur qui est à l'aise dans la surface, mais qui ne va pas forcément t'aider à arriver dans la surface. Et c'est vrai que ces derniers mois, l'Olympique du Marseille a du mal à arriver dans la surface. Ça. Et on va voir un peu comment tout ça s'anime, parce qu'on a vu que sur la mise en place, finalement, même s'il y a beaucoup de petites variations, on est sur quelque chose en fait que l'on retrouve de match en match. Et c'est là où la vidéo va s'arrêter sur YouTube. Pour ceux qui veulent voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner sur Football Club de Marseille. La vidéo sera en intégralité sur Football Club de Marseille.